Un soir ordinaire d'octobre à Paris, Carole Bouquet se tenait seule sur scène, face à un public silencieux, portant un récit lourd, presque insoutenable, fait de violence, de perte et de mémoire. Rien, en apparence, ne distinguait cette soirée des autres représentations. Tout semblait sous contrôle. Tout semblait maîtrisé. Comme toujours avec elle. Et pourtant, quelques instants plus tard, cette maîtrise allait se fissurer. Elle s'effondre. Pour une femme qui a construit toute son existence sur le contrôle de son image, de ses mots, de ses émotions, cet instant a eu l'effet d'une rupture. Une brèche brutale dans une façade bâtie depuis des décennies. À 68 ans, elle ne cherche plus à fuir certaines vérités. Peut-être parce qu'il devient impossible de continuer à les tenir à distance. La nuit où le contrôle a cédé. Un soir d'octobre à Paris, Carole Bouquet se tient seule sur scène. La lumière est sobre, presque froide. Aucun décor superflu. Juste elle, debout, face à un public silencieux venu écouter un texte qui ne laisse aucune place au divertissement. Elle interprète Le Professeur, adaptation du livre de Émilie Frêche consacré aux derniers jours de Samuel Paty. Chaque mot pèse. Chaque phrase est chargée d'une tension invisible. Ce n'est pas du théâtre au sens classique. C'est une traversée. Pendant 45 minutes, tout est parfaitement maîtrisé. Sa voix ne tremble pas. Elle avance avec cette précision presque chirurgicale qui a toujours défini son jeu. Elle ne déborde jamais. Elle suggère, elle retient, elle contient. Depuis des décennies, elle incarne cette forme rare de contrôle absolu. Une élégance froide, façonnée notamment depuis sa rencontre avec Louise Buñuel. Mais ce soir-là, quelque chose résiste. Quelque chose ne tient plus. Ses mots commencent à glisser, à se déformer légèrement. Une hésitation, puis une autre. Le public ne comprend pas immédiatement. Avec elle, le silence a toujours été un outil. Une respiration. Une tension maîtrisée. On croit à un choix. Mais soudain, le corps lâche. Elle vacille. Et elle s'effondre. Le temps se suspend. Il n'y a plus de personnages. Plus de scènes. Plus de fiction. Le théâtre s'efface devant la réalité. Le rideau tombe sans cérémonie. Un médecin se lève. Court. Les gestes deviennent urgents. Précis. Inquiétants. Dans la salle, personne ne parle. Personne ne bouge. On vient d'assister à quelque chose de rare. Pas une performance. Une faille. Derrière le rideau, elle reprend connaissance. Lentement. Comme si le corps revenait avant l'esprit. Dans la salle, l'attente est lourde. Incertaine. Puis Muriel Mayet-Holz monte sur scène. Sa voix est calme. Elle propose de continuer. Et là, un détail change tout. Personne ne part. Personne. Le public reste, comme lié à ce moment. Comme s'il comprenait que quitter la salle reviendrait à rompre quelque chose de profondément humain. Le texte reprend. Mais il ne sera plus jamais entendu de la même manière. Plus tard, Carole Bouquet revient. Elle ne parle pas. Elle ne s'explique pas. Elle est simplement là. Debout. Présente. Et cela suffit. L'ovation qui suit n'est pas un hommage à une actrice. C'est une reconnaissance de la fragilité. Une manière silencieuse de dire, on a vu. Officiellement, on parlera d'un simple malaise. D'une fatigue passagère. Mais ceux qui étaient là savent. Ce n'était pas qu'un corps qui a lâché. C'était quelque chose de plus ancien. De plus profond. Une fille qui a appris à se taire. Pour comprendre cette faille, il faut revenir bien avant la scène. Bien avant la célébrité. À l'enfance. Carole Bouquet naît dans un environnement stable en apparence. Une famille normale. Structurée. Mais à 3 ans, sa mère disparaît. Pas de drame visible. Pas de cris. Pas de chaos. Juste une absence. Silencieuse. Et définitive. Elle grandit avec son père, un homme rigoureux, peu démonstratif, pour qui les émotions ne sont ni nécessaires ni utiles. Très tôt, elle comprend une chose. Ce qui se ressent ne se montre pas. On tient. On avance. On ne déborde pas. Elle dira plus tard que son enfance n'était pas malheureuse. Seulement vide. À 10 ans, elle est envoyée chez les sœurs dominicaines. Là encore, la règle est claire. Discipline, retenue,
modestie. Mais personne ne lui apprend à se comprendre. À 13 ans, son corps change. Et avec lui, le regard des autres. Des regards insistants, troublants. Mais elle ne les comprend pas. Elle ne les vit pas comme une valorisation. Elle les ressent comme une pression. Comme une intrusion. Comme si exister devenait déjà trop. Alors, à 15 ans, elle fait un geste radical. Elle prend des ciseaux. Et elle s'attaque à son propre visage. Pas pour attirer l'attention. Mais pour la faire disparaître. Elle cherche à briser ce que les autres regardent. À devenir invisible. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Ce geste attire encore plus de regards. Encore plus d'attention. Plus tard, lorsqu'elle entre au conservatoire et croise Louise Buñuel, rien n'est réglé. Son rôle dans cet obscur objet du désir la propulse brutalement sur la scène internationale. Le monde découvre une icône. Elle découvre l'angoisse. Crise d'hyperventilation. Doute constant. Impression d'être là par erreur. Alors elle se tait. Encore plus. Son silence devient une stratégie. Une protection. Mais ce silence est mal compris. On le prend pour de la distance. De la froideur. De l'arrogance. Même lorsqu'elle partage l'écran avec Roger Moore, même lorsqu'elle atteint une célébrité mondiale. Rien ne change à l'intérieur. Le vide est toujours là. Et une idée s'installe. Peut-être que l'amour, lui, pourrait réparer. Jean-Pierre Rassam et l'illusion de sauver quelqu'un. C'est dans cet état d'esprit qu'elle rencontre Jean-Pierre Rassam. Dès les premiers instants, tout est évident. Il ne ressemble à personne. Il parle vite. Rit fort. Remplit l'espace. Il est vivant. Intensément vivant. Et cela la fascine. Le coup de foudre est immédiat. Total. Sans distance. Mais derrière cette énergie, il y a une autre réalité. L'alcool. Les drogues. L'instabilité. Une vie construite sur l'excès. Et pourtant, elle ne fuit pas. Elle s'engage. Parce qu'elle croit pouvoir faire la différence. Elle organise leur quotidien. Elle encadre. Elle protège. Elle anticipe. Elle pense que l'amour peut contenir le chaos. Qu'il peut réparer. Qu'il peut sauver. Quand leur fils Dimitri naît, elle y voit une preuve. Une confirmation que tout peut s'équilibrer. Mais l'addiction ne négocie pas. Elle attend. Silencieusement. Et elle revient. Toujours. Jean-Pierre Rassam meurt à 43 ans. Pas dans un geste spectaculaire. Mais dans l'usure lente d'un corps qui a trop absorbé. Trop longtemps. Et là encore, elle choisit le silence. Pendant près d'1 an, elle n'annonce pas la mort à son fils. Parce qu'elle ne peut pas. Parce que dire, c'est rendre réel. Ce silence devient un poids. Un regret. Un point de rupture. C'est là qu'elle comprend. Que l'amour ne sauve pas. Qu'il ne suffit pas. Mais malgré cette vérité, quelque chose en elle reste attiré par cette intensité. Comme une répétition. Comme un schéma. Depardieu. Le pouvoir et les hommes sans limite. Et ce schéma l'amène vers Gérard Depardieu. Une autre forme d'intensité. Une autre forme d'excès. Leur relation dure près de 10 ans. Elle est forte, visible, scrutée. Mais elle est aussi instable. Parce que Depardieu incarne tout ce qu'elle appelle plus tard les ogres. Des hommes qui vivent sans limite. Qui consomment la vie. Qui refusent toute retenue. Elle les admire. Pour leur puissance. Leur énergie. Leur liberté. Mais elle en voit aussi le prix. L'excès porte en lui un vide. Un déséquilibre permanent. Avec le temps, elle comprend que ces hommes ne cherchent pas à être sauvés. Et qu'ils ne peuvent pas l'être. Alors quelque chose change. Elle se retire. Elle ralentit. Elle construit autrement. Ses enfants deviennent le centre. Son travail, un espace maîtrisé. Son vignoble à Pantelleria, un symbole. Quelque chose qui pousse lentement. Qui se construit avec patience. À l'opposé du chaos. Et peu à peu, une autre vérité s'installe. Une femme qui cesse enfin de faire semblant. Avec les années, son regard devient plus clair. Plus dur. Mais aussi plus juste. Elle abandonne une illusion centrale de sa vie. L'idée que l'amour peut réparer les autres. Et lorsque, des années plus tard, elle s'effondre sur scène en prononçant un texte sur la perte. Tout converge.
Ce n'est plus seulement un incident. C'est une vérité qui remonte. Une fatigue accumulée. Une lucidité qui ne peut plus être contenue. Aujourd'hui, elle ne joue plus un rôle. Elle parle. Vraiment. Elle reconnaît qu'elle a cru. Qu'elle a espéré. Qu'elle s'est trompée. Ce soir-là, lorsqu'elle revient saluer sans un mot. Ce silence devient un langage. Plus puissant que n'importe quel discours. Parce qu'il contient tout. Les pertes. Les regrets. Les illusions. Et la lucidité. Car derrière l'image d'une femme forte, élégante, intouchable, il y a une histoire humaine. Fragile. Complexe. Et aujourd'hui, elle le dit clairement. La force n'est pas une protection. La beauté ne protège pas de la solitude. Et l'amour ne guérit pas la destruction. Elle continue d'avancer. De travailler. De créer. Mais elle ne se raconte plus d'histoire. À 68 ans, elle ne révèle pas un secret. Elle accepte une limite. Et c'est peut-être, finalement, le geste le plus courageux de toute sa vie. Et vous? Pensez-vous que l'amour peut réellement sauver quelqu'un? Ou est-ce une illusion à laquelle nous avons besoin de croire? Dites-moi votre avis en commentaire. Et si vous aimez les histoires vraies, profondes et sans filtre, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des prochaines.